Écoutez, cette contre-offensive, je ne croyais pas dès le début qu'elle ait un résultat positif, pour la même raison que je n'ai jamais cru à la victoire de l'Ukraine dans mon livre, pour une raison simple, c'est que le rapport de force est extrêmement déséquilibré en faveur des Russes. Ils sont rentrés dans la guerre avec 120 ou 150 000 soldats parce qu'ils visaient essentiellement à récupérer et à sécuriser le Donbass, mais leur objectif à l'époque était de se mettre en position pour une négociation qui n'a pas eu lieu. Ensuite, ils ont monté progressivement les effectifs. Maintenant, ils sont entre 700 000 et 1 million de soldats. Donc, leurs possibilités sont tellement énormes que, à mon avis, ils ne pouvaient pas perdre. En plus, ils ont une supériorité de tir. Ils tirent 10 pour 1. Quand les Ukrainiens tirent 4 000 obus par jour, eux en tirent 40 000. Donc, il n'y a pas photo, si vous voulez. Et d'autre part, le troisième chose, c'est qu'ils ont une défense aérienne qui est excellente, qui est la meilleure du monde. Donc, pour moi, le rapport était certain, et ce n'était pas la contre-offensive ukrainienne, alors même que les Russes étaient en position défensive, qui pouvait changer les choses. Et je l'ai dit dans plusieurs émissions, en particulier je l'ai dit à André Berkoff sur Sud Radio, je lui ai dit on ne va jamais savoir ce que font les Russes. On sous-estime toujours l'adversaire. Quels journalistes ont été voir les Russes en disant comment vous vous organisez pour cette guerre, quelles sont vos forces, etc. D'essayer de connaître son adversaire. On ne l'a jamais fait. Donc pour moi, à cause de ce désavantage psychologique que nous avions nous-mêmes, de cette méconnaissance volontaire de notre adversaire, d'une part, et puis les forces intrinsèques et le rapport de force, j'étais persuadé que cette contre-offensive n'aurait pas d'effet. Les pertes, elles sont consécutives, évidemment, à ce rapport de contre-offensive, parce qu'évidemment, les pertes, elles correspondent essentiellement à l'artillerie, puisqu'il n'y a pas de corps à corps, il n'y a pas de percée très importante, ni de l'un ni de l'autre camp. Donc, quand vous tirez 10 fois plus que l'autre, vous avez l'autre à 10 fois plus de pertes. C'est automatique, si vous voulez. Donc, par ailleurs, on est dans une espèce de première guerre mondiale moderne. C'est-à-dire tout le monde est caché dans des tranchées, etc. Donc, c'est celui qui sort de la tranchée qui perd. Or, les Ukrainiens, les Russes font une guerre militaire, à mon avis, dirigée par les militaires, alors que les Ukrainiens font une guerre médiatique. C'est-à-dire ils ont besoin de montrer qu'ils ont des résultats pour pouvoir justifier qu'on leur envoie de l'argent et des armes. Et s'ils ne montrent pas, le robinet se tarit. Ils ont besoin de raconter une histoire. C'est ça que je veux dire. Donc, dans une telle perspective, ils sont amenés à mettre en risque de plus en plus de soldats, et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand vous êtes dans une perspective comme celle-là, vous n'avez pas le temps de former les soldats. D'ailleurs, les soldats ukrainiens ont dit, pour ceux qui ont été formés par les Occidentaux, on dit qu'ils étaient mal formés aux armes, qu'on leur avait même pas appris à tirer avec les armes occidentales, etc. Donc, vous êtes pris dans une spirale médiatique, c'est comme ça que en tout cas que moi j'ai interprété les choses, qui est telle qu'il faut en envoyer de plus en plus, de plus en plus. Donc, on envoie des types mal formés, on les envoie à la mort, en fait. Et on en remet à chaque fois de plus en plus pour pouvoir justifier du fait qu'on se bat et donc qu'on a droit aux armes, etc. Donc, ça a provoqué, pour moi, une véritable boucherie. Et une des choses qui me choque beaucoup, c'est que dans cette guerre, les médias occidentaux ont essayé de suivre la guerre, mais il n'y a pas eu un seul reportage sur les hôpitaux. Alors qu'on se présente comme une civilisation humaniste, il aurait fallu à tout le moins qu'on aille voir ce qui se passait dans les hôpitaux ukrainiens, puisqu'on était du côté ukrainien, pour voir la souffrance de ces soldats, etc., etc. On aurait découvert des choses effroyables. Et on n'a pas voulu le faire parce qu'il ne fallait pas abîmer l'image de vainqueur ou de possible vainqueur que Zelensky essayait de véhiculer. Et dans ce sens-là, le fait d'annoncer ça comme une espèce de surenchère pour convaincre les peuples ou pour dire voilà, on va vers la victoire, etc., l'Europe se discrédite complètement. Elle n'est même plus dans un discours politique, si vous voulez. Elle est un discours
dans lequel elle répète ce que les services qui sont les services américains, les services médiatiques, politico-médiatiques officiels américains leur demandent de dire. Alors, comme il faut dire que l'Ukraine, ça va toujours mieux, on dit vous allez rentrer dans l'Europe, mais ils ne répondent à aucun des critères. Et puis, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire rentrer dans l'Europe un pays qui est en guerre civile à l'intérieur de l'Europe. Le jour où on fait ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Logiquement, les règles de l'OTAN doivent s'appliquer, parce que s'il rentre dans l'Europe, ça veut dire qu'il sera dans l'OTAN. Donc il va rentrer dans l'OTAN, et ça veut dire que nous, on va être obligés de mobiliser nos propres soldats pour aller défendre l'Ukraine parce qu'elle est en guerre. Ça ne tient pas la route une seconde. Ça nous dessert complètement de faire des incantations alors que les responsables qui les font et ceux qui les écoutent, tout le monde sait que ça n'est pas réalisable. Je ne comprends pas d'ailleurs. Ben, écoutez, le résultat, c'est qu'on a retrouvé l'argent sur des comptes, quelque part aux îles Caïmans ou au Delaware, et on a retrouvé l'argent, et on a retrouvé les armes partout, au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. C'est ça le résultat. Moi, j'avais dit dans mon livre que j'avais calculé que simplement pour empêcher le gouvernement ukrainien d'être en faillite, ça coûtait entre 5 et 7 milliards d'euros par mois, tous les mois. Donc 5, mettons 6 en moyenne, 6 fois, ça fait 6 fois 10, 60, ça fait 80 milliards d'euros par an. Ça, c'est ce que ça coûte. Rien que pour soutenir l'État, sans payer l'effort de guerre, mais pour empêcher que la police arrête de faire son travail, que les juges arrêtent de faire leur travail, que les fonctionnaires soient payés, etc., et couvrir le déficit. Voilà, ça coûte des sommes colossales. Mais moi, je fais un chapitre dans mon livre sur la corruption. J'ai passé 40 ans à faire du commerce international. D'abord, je suis né en Afrique, je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Brésil, et après j'ai fait 40 ans de commerce international sur plus de 100 pays. Et j'ai vu pas mal de pays ou en guerre civile, ou en guerre sociale, ou en guerre véritable. Par exemple, j'ai été en Angola à l'époque de Savimbi, j'ai été au Congo à la guerre entre l'Issouba, etc. J'ai vu comment ça se passe sur le plan du détournement et de la corruption. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça se passe quand vous étudiez les sommes qui sont en jeu dans les pays en guerre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des populations entières qui sont totalement piégées et que vous avez des gens qui financent la guerre et qui en contrepartie ont le monopole de l'importation des produits de première nécessité, les concessions portuaires, etc. Ils ont le monopole du contrôle des gens qui passent sur les routes. Vous savez peut-être que pour sortir, avant d'arriver à la frontière en Pologne à l'époque de la guerre, il fallait payer, vous avez des contrôles privés, et vous payez 10 000 euros par personne pour pouvoir passer. Donc vous imaginez comment tout ça se passe. Donc, les sommes détournées, je raconte dans mon livre qu'il y avait une petite anecdote qui tourne sur Internet, avec un soldat anglais qui racontait en rigolant qu'il est allé, en Ukraine pour se former. Il s'est formé du côté de la frontière polonaise, et après il est parti avec tous les soldats d'un côté et les camions avec les armes. Donc ils ont traversé toute l'Ukraine pour aller sur le front. Quand ils sont arrivés sur le front, ils sont descendus du camion ou des camions, et puis ils ont demandé où étaient les camions qui avaient les armes de l'autre côté, et les camions avaient foutu le camp. Donc ils avaient été vendus. Donc les types, ils se sont retrouvés sur le front, ils n'avaient plus d'armes. Donc c'est ça à la grandeur maximum. Plus, ça c'est la partie locale, mais il y a toute la partie internationale, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que comme les entreprises ont le droit de financer les partis qui font la promotion de la guerre, toutes les entreprises, les grandes entreprises du secteur militaro-industriel, elles payent essentiellement les démocrates, mais également ceux des républicains qui veulent bien voter la guerre. Et c'est un sénateur qui s'appelle Mitch McConnell, qui était le président d'un ennemi de Trump, et qui était le président de cette commission. Donc, si vous êtes pour la guerre, on vous verse de l'argent pour votre réélection.
Après, vous faites de l'argent ce que vous voulez. Et si vous êtes contre, on vous ferme le robinet. Donc, ça a engendré des masses absolument gigantesques, plus toutes les sommes qui sont versées en liquide, puisqu'il y a beaucoup de sommes locales qui sont versées en liquide en plus. Donc vous arrivez sur place et vous dites à votre correspondant ukrainien, vous êtes de la CIA, vous dites je te ramène là, j'ai 2 millions de dollars en liquide, en espèces dans la camionnette. Écoute, je vais te donner 1,5 million et puis le reste, les 500 000, tu es d'accord ? Je vais me les garder moi, et puis je te promets que je te ramènerai 2 millions dans 2 mois, ok ? On est d'accord comme ça ? Qui a le contrôle de ça ? Alors, l'économie européenne, évidemment, est la première à souffrir, mais pour deux raisons. La première, c'est parce que quand vous faites le blocus d'un pays, si tout le monde fait le blocus avec vous, le pays est en blocus. Mais si vous êtes le seul à faire le blocus et que tous les autres disent « Attendez, moi je ne fais pas le blocus, mais je continue à travailler avec ce pays-là », ce n'est pas lui qui est en blocus, c'est vous. C'est-à-dire, vous vous mettez vous-même en situation de blocus. C'est ce qu'on a fait. Puisque si on sait que lors du vote de l'ONU initial, pratiquement tous les pays du monde ont déploré, n'ont pas condamné, mais ont déploré, ce qui est différent, l'attaque, aucun d'eux n'a voulu s'associer aux sanctions. Donc la Russie a eu besoin de réorienter son trafic, mais ce n'est pas du tout trouvé en situation de blocus, sauf pour quelques produits et momentanément comme les chips informatiques ou les choses comme ça pour certaines catégories, mais pour le reste, la Russie n'a pas souffert. Donc ça, c'est la première raison qui nous a beaucoup gênés, puisque beaucoup de nos entreprises ont été obligées de quitter ou de congeler leurs activités sur place. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est parce que du fait du manque de gaz que nous avons nous-mêmes provoqué, les prix que nous avons achetés ont augmenté dans des proportions faramineuses, à tel point qu'on continue à acheter, par exemple, du pétrole et du gaz aux Russes, mais pour ne pas dire qu'on leur achète directement, on le fait passer par l'Inde ou ailleurs, qui prennent la marge et qui nous revendent au prix international. Donc, ça nous coûte beaucoup plus. On a perdu le marché russe, premièrement. Deuxièmement, on a augmenté dans des proportions très importantes le prix de nos matières premières, en particulier l'Allemagne, avec l'obligation d'acheter les produits américains, alors que les Américains eux-mêmes continuaient à acheter aux Russes, parce qu'ils nous interdisaient d'acheter du pétrole, mais eux ont continué à l'acheter, comme ils l'ont fait avec les engrais, avec un certain nombre de choses. Et la troisième conséquence, qui n'est pas la moindre, c'est que les États-Unis ont profité de la faillite progressive de notre Europe et en particulier de l'Allemagne pour essayer d'attirer le maximum d'entreprises aux États-Unis. Vous savez qu'actuellement, l'économie allemande est dans une situation de plus en plus catastrophique parce que beaucoup de PME sont en train de fermer parce qu'elles ne sont pas compétitives. Par contre, les États-Unis ont récupéré un certain nombre d'entreprises allemandes qui préfèrent délocaliser là-bas parce qu'elles vont mettre leur personnel à la porte, mais par contre, elles ne perdront pas leurs capitaux. Mais par contre, elles se mettront dans un pays où le prix de l'énergie est moins cher. Voilà le résultat de cette guerre en Europe. Voilà. Cette question, c'est la clé de tout le problème, si vous voulez. Moi, dans mon livre, je m'appuie beaucoup sur un écrivain français, un auteur français qui s'appelle Éric Branca, et qui montre que, en fait, derrière l'amitié, je dirais, franco-américaine, il y a toujours eu une volonté américaine de casser les relations entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps, moi je dis dans le livre que, en fait, on s'est trompé quand on fait terminer la Deuxième Guerre mondiale à la libération de la France, qui d'ailleurs a été libérée non pas par les États-Unis mais par la Russie. C'est la Russie qui a cassé l'armée allemande. Mais le véritable ennemi
à mon avis, des États-Unis, c'était pas le nazisme, c'était la Russie, parce que la Russie dispose d'une profondeur de champ que l'Allemagne n'avait pas, d'une idéologie qui était antilibérale, etc., etc. Donc pour moi, la Deuxième Guerre mondiale s'arrête non pas en 1945, mais en 1989, au moment où l'ennemi véritable des États-Unis s'effondre. Mais à ce moment-là, à cet instant-là, c'est la troisième qui commence. Pourquoi? Parce que comme la Russie est redevenue fréquentable, parce qu'elle n'est plus soviétique, la possibilité qu'elle se joigne à l'Europe existe. Donc, en fait, à la place du rideau de fer, dès cet instant, il est indispensable de recréer une forme de rideau de fer de telle sorte que, justement, comme vous le dites, la Russie et l'Europe ne puissent jamais se retrouver. C'est ça l'objectif. Voilà. En fait, ce mouvement était déjà en route depuis longtemps, mais si vous voulez, vous ne vous apercevez pas des changements de paradigme à moins que vous ayez des chocs. C'est-à-dire le monde a changé, mais on ne s'en est pas aperçu, surtout nous, parce qu'on vit dans une espèce de bulle occidentale où on ne regarde pas l'extérieur, parce qu'on vit encore sur notre splendeur passée, et les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Africains, les Saoudiens, etc., eux, ils pensent différemment. Les Russes, ils veulent leur part du gâteau. Donc, à un moment donné, si vous voulez, le rapport de force s'est délité en défaveur des États-Unis, mais nous, on ne l'a pas vu et on ne le voit toujours pas. Donc, ces gens-là, à un moment donné, ils ont profité, en fait, de cette guerre d'Ukraine pour dire, ben, écoutez, d'abord, Poutine s'est toujours présenté comme un héros OS et AULT de la cause du Sud. Il l'a toujours fait dans tous ses discours. À chaque fois, on dit nous ne voulons plus du monopole de la puissance américaine. Donc il s'est présenté comme un décolonialiste, je dirais, sans que ça se voie effectivement, mais pour moi, la guerre d'Ukraine est aussi, d'une certaine façon, une guerre de décolonisation du Sud contre le Nord. Et ça, on ne le voit pas. Mais c'est vrai. C'est le même mouvement qu'il y a en Afrique et c'est le même mouvement qu'il y a en Palestine. C'est un mouvement général de décolonisation du Sud par rapport au Nord. Ça, il faut bien comprendre ça. Et ces pays-là, ils ont la main-d'œuvre pas chère, ils ont des matières premières, et ils ont des marchés énormes, mais ils n'ont pas besoin de nous. Donc, ils ont envie de faire des affaires. Il y a énormément de gens qui veulent faire des affaires. Moi, je suis allé en Chine en 80. En 80, ça venait de s'ouvrir. J'avais à peine le droit de descendre du bus parce qu'on était en groupe. Et il y avait des petits Chinois qui passaient subrepticement et ils disaient comme ça « One day, we like you » en 80. Un jour, on sera comme vous. Et je me souviens, j'ai été un nombre de fois incalculable au Nigeria, le nombre de fois où les Nigérians, mais même les petits, disent « Un jour, on sera les États-Unis ». C'est ce qu'ils ont dans la tête. Il faut comprendre ça. Donc, ce mouvement, si vous voulez, décolonial, est irrésistible. Irrésistible. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent se battre contre nous. Ils veulent faire des affaires. Donc, ils voudront faire des affaires avec nous et avec eux. Mais si nous, on veut rester dans notre groupe, on restera avec nos pays chers et avec nos dettes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Donc pour moi, il est indispensable, et je pense qu'on va y arriver, qu'un certain nombre de pays d'Europe, et d'abord la France, puisque les États-Unis ne sont pas capables, puisque eux-mêmes sont dans la situation du pôle contre pôle, ils sont l'un des deux pôles, mais nous, il faut qu'on sorte du lot en disant ça suffit, on ne veut pas de ça. Sur tous les conflits, nous, on veut la paix, on veut... voilà. La position qui était celle de De Gaulle, qui est une position d'équilibre et de paix et de non-aligné. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Or, aujourd'hui, le problème de l'Europe et le problème de la France et le problème du monde vient en grande partie du fait que nous restons des alignés du Nord. Et rien ne nous demande de le faire, sauf notre propre veulerie, je dirais, et notre propre abaissement. Et voilà.
Alors, ça, c'est un sujet qui est intéressant. Parce que, si vous voulez, beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir qu'il peut y avoir ni guerre ni paix. Mais imaginez une seconde que Poutine a supposé qu'il va y négocier maintenant, alors qu'il a pratiquement plus d'armée en face, et qu'évidemment, il va aller terminer ses objectifs, c'est-à-dire prendre Kramatorsk, Slaviansk-Kramatorsk, qui est le nœud névralgique qui garde le Donbass d'une part, et puis d'autre part il va aller jusqu'à Odessa, puisque Odessa est d'abord une ville russe, et puis une ville symbole, une ville extrêmement symbolique après l'assassinat des gens brûlés dans la maison du peuple, etc., etc. Donc il ira jusqu'à ses objectifs, mais si ça se termine, supposez qu'il y a un traité de paix. Le jour où il y a un traité de paix, Scholz et Macron, enfin c'est plus Macron qui sera là, mais le suivant, se précipiteront à Moscou en disant Vladimir, redonne-nous du gaz pas cher, puisque maintenant on est en paix. Donc les Américains ne voudront jamais de ça, puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'un de leurs principaux objectifs, si ce n'est pas le premier, consistait à briser le lien, le rapport politique et économique naturel entre la Russie et l'Europe pour prendre l'Europe sous leur contrôle. Donc ils ne vont pas laisser les Européens retourner vers l'Est après tous les efforts qu'ils ont faits pour les en empêcher. Donc il n'y aura pas de paix. Non pas parce que les Russes ne le veulent pas, mais parce que les Américains ne le veulent pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une non-belligérance plus ou moins armée qui arrangera tout le monde. Façon Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord et du Sud, sont toujours en guerre. Simplement, ils ne se tirent pas dessus tous les jours. Voilà, c'est ça. Donc on sera dans une situation comme ça, qui permettra aux Américains de garder le contrôle sur l'Europe, et puis les Russes, ils attendront. Voilà, c'est ça que je pense. Eux, ils ont le temps pour eux. Il y a toute l'Asie qui va se développer. Eux, ils sont positionnés comme un des leaders des pays du Sud. Ils sont un des fondateurs des BRICS, donc ils feront des affaires. Et puis le jour où la puissance américaine déclinera vraiment et l'Europe ressortira du vide, si un jour elle y arrive, ils reviendront. Et puis voilà.